Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir le professeur Olivier Goéo-Brissonnière, président de la Fédération des spécialités médicales, qui exerce aussi à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Bonjour professeur. Bonjour monsieur, bonjour Alexandre. Comment allez-vous professeur? Ça va bien comme vous? Ah bah moi ça va, il fait beau à Paris. Alors Paris, je pense que c'est le cas dans toute la France. Non, ça va bien. Voilà, on a déconfiné depuis 10 jours, on va en parler un petit peu justement. Euh, L'actualité, hein, professeur, on ne va pas parler de la gestion pure du Covid, on en a beaucoup parlé, on continuera à en parler, je pense. Il y a un sujet de lame de fond, c'est l'histoire du renoncement aux soins. La CNAM a communiqué dessus, les fédérations et les syndicats médicaux ont aussi fait remonter un certain nombre de statistiques. Alors, ça varie en termes de baisse d'activité, donc de fréquentation. On passe de 40 à 50, voire 60% selon les spécialités, voire parfois même pire, notamment on pense aux chirurgiens dentistes, durant la période de confinement. Donc maintenant, 10 jours après la date fatidique du 11 mai, quels échos vous avez du terrain? Est-ce que les gens ont repris le chemin des cabinets, le chemin des hôpitaux ou pas? Tout le monde a parlé de cette baisse d'activité médicale pour les pathologies courantes et les pathologies chroniques. Alors, c'est réel, mais c'est multifactoriel. Il y a eu un certain nombre de patients qui n'allaient plus chez le médecin lorsqu'il est paru un texte qui renouvelé pendant 6 mois par leur pharmacien. Quand on questionne les médecins généralistes, ils s'en sont tout de suite plaints. Il y a eu également une peur des malades de se rendre dans les cabinets. Ça, c'était évident, et c'était en ville comme à l'hôpital. Moi, j'ai été frappé, lorsque je me rendais à l'hôpital, de voir que les gens ne venaient pas en consultation et avaient aussi relativement peur d'aller aux urgences, sauf s'ils y étaient vraiment contraints. Malgré tous les protocoles de sécurisation qui avaient été installés. Malgré tous les protocoles de sécurisation, c'était une réaction humaine du repli sur soi. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre d'activités qui n'ont plus eu lieu par nécessité. Des activités qui demandaient une anesthésie générale et qui n'étaient pas forcément urgentes. Des activités d'endoscopie, des activités d'ORL, des activités de soins dentaires qui n'ont pas eu lieu. Là encore, soit du fait de la peur des malades, soit du fait que ces activités n'avaient plus lieu en raison de la reconversion des sites pour ne prendre en charge que des malades atteints du Covid. Dans le cadre du plan. Oui, moi je suis en train de finir ma carrière, mais j'animais un service de chirurgie vasculaire de 20 et quelques lits qui, du jour au lendemain, est devenu l'unité Covid de mon hôpital. D'accord. Donc, de manière naturelle, il faut bien dire que c'est naturel, nous avons restreint notre activité, les activités de chirurgie se sont regroupées en un même lieu et nos blocs opératoires n'ont plus travaillé, sauf pour des listes d'urgence qui avaient été définies par les spécialités au sein de la fédération de la FSM. Donc, en dehors de ces cas, nous n'avons plus fait d'actes opératoires et nos internes se sont reportés sur les activités Covid. D'accord. Mais ça, c'était l'avant 11 mai. C'était l'avant 11 mai. Voilà. Et depuis le 11 mai, donc depuis lundi de la semaine dernière. Oui. La situation a évolué. On pense notamment aux régions, aux départements qui sont en zone verte. Alors, pas tout le monde est en zone verte, je vous l'accorde, notamment les Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Est, le Rhône-Alpes, mais le reste. Est-ce qu'on est retourné à une certaine forme de normalité? Je dis bien une certaine forme de normalité. Des retours que j'ai, c'est loin d'être le cas. C'est ce qui a expliqué le fait que j'ai dit que ça n'allait pas tout à fait. C'est loin d'être le cas. Alors, les raisons qui ont été avancées ont été multiples. Il y a eu… Alors, là, je suis peut-être un peu désarticulé, mais la crainte des malades, elle existe encore. La crainte des malades, elle existe encore. J'ai repris mes activités de consultation. 5 malades s'étaient décommandés ex abrupto.
Ça n'est pas habituel. Ils se sont dit, je ne vais pas à l'hôpital, malgré toutes les réassurances qu'on leur donne de toutes parts. Donc, il y a toujours ça. Et puis, il y a le fait qu'un certain nombre, alors dans les établissements publics, il faut laisser les gens aussi un peu souffler. D'accord. Donc là, c'est volontaire, vous diriez. Là, c'est volontaire. Il faut laisser un peu le temps souffler. Il faut que petit à petit, nos salles de réveil se retransforment en salles de réveil. C'est en train d'être fait. Il faut que le personnel qui a été 24 heures sur 24 souffle un peu. Normal. Donc, on le fait, mais on le fait progressivement. Mais ça a lieu. Et puis, il y a, alors je vais décliner en région, il y a effectivement un problème qui s'est produit. Alors, est-ce que c'est une surprudence d'un certain nombre d'ARS qui n'ont pas laissé reprendre des activités courantes? Alors ça, c'est la remontée que j'ai des médecins. Je ne suis pas en vérification tout à fait à côté, mais c'est une remontée que j'ai régulièrement et qu'on me demande encore de relayer. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de chirurgiens orthopédistes en zone verte qui me disent que leur établissement ne les laisse pas, leur établissement privé, ne leur laisse pas reprendre leur activité normale et choisir les malades, déterminer les malades qu'ils doivent opérer, et qu'ils n'y arrivent pas. Alors, on me dit que les établissements disent que c'est parce qu'il n'y a pas de produits anesthésiques, mais c'est plus complexe que ça. Est-ce que c'est une crainte de la dite deuxième vague? Il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Et je pense qu'il faudrait plus respecter la grande diversité des situations. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que notre système français, notamment, est basé sur l'uniformité des réactions. Alors ça, c'est bon. On n'est pas là pour débattre si c'est Je ne suis pas là pour parler de jacobinisme. Mais l'uniformité, est-ce que, donc, ce que vous me dites, c'est que dans certaines zones, bien qu'elles soient toutes vertes, je ne sais pas, on prend l'ouest de la France, le sud-ouest de la France, qu'on soit dans la région girondine ou du côté de Bordeaux, du côté de Toulouse, ce sont deux ARS différentes. On n'a pas accès au même plateau, forcément aux mêmes actes, selon que soit les établissements, soit l'agence régionale de santé, ou tout simplement spontané, vous avez dit, les professionnels de santé ont besoin de se reposer, donc entre guillemets, ils mettent un petit peu un stand-by pendant une petite période. On ne peut pas forcément avoir entre guillemets, une offre de soins uniforme sur tout le territoire, malgré que ce soit en zone verte. Oui. Je me mets à la place du patient. Mais vous avez tout à fait raison. Et comment dirais-je, il y a eu une tentative centrale de définir des listes d'actes. Là, je parle pour la chirurgie, mais c'est important. Beaucoup de gens attendaient des interventions, on pourrait en avoir. Il y a eu une tentative centrale. Alors, c'est parti de la plus grosse ARS, comme par hasard, hein, c'est Jacobin. C'est parti de la plus grosse ARS avec un responsable chirurgical qui a essayé de définir des listes d'actes, qui a été pioché de ci, de là, ça nous est revenu, qui finalement a pris certaines choses qu'on avait dit et qui, in fine, a établi un document c'est très classique, hein, on n'est pas à l'éducation nationale, mais de plus de 70 pages, qui, comme par hasard, s'est retrouvé à Marseille, à Bordeaux, dans les différentes ARS, avec certaines qui l'ont appliqué à la lettre, d'autres qui l'ont interprété, d'autres qui l'ont interprété de manière restrictive, et derrière une sous-couche d'établissements qui ont pu l'interpréter à leur manière, mais c'est comme souvent, c'est d'une manière toujours plus restrictive. D'accord. Mais globalement, professeur, c'est-à-dire que vous dites en fait, je ne sais pas si on peut dire de faute ou entre guillemets, le fait que ça ne redémarre pas comme ça au rythme souhaité, c'est dû à une multiplicité de raisons, mais que globalement, le système peut reprendre, mais ne doit pas reprendre à la normale. On doit y aller progressivement. C'est ça en fait. C'est la volonté des pouvoirs publics aussi d'y aller un peu crescendo. Ça va se faire progressivement. Il y a encore des réclamations, des demandes qui peuvent être considérées comme justifiées, moins justifiées, qui traduisent en fait le retour des débats qui existent au sein de notre système de santé.
Ah. Et très vite, vous voyez le secteur public qui souffre de ne pas d'avoir dû beaucoup assumer tout, et le secteur privé qui dit on ne pouvait plus travailler, mais ça n'est pas toujours le cas. Certains contribuaient la main dans la main avec le secteur public, d'autres moins. Il faut quand même être très clair, d'autres moins. Tout près de mon hôpital, il y avait un établissement privé qui disait « nous, on fait tout ». Nous, on fait tout. Vous voyez, il y a ce vrai sujet. Et je pense que ce qui apparaît, c'est souvent dans des situations de crise, l'occasion de réfléchir sur comment essayer de mieux faire sur les problèmes qu'on a rencontrés. D'accord. Donc là, vous faites un peu un lien vis-à-vis de, entre guillemets, du monde d'après, qui a été introduit vendredi dernier par le président de la République et ensuite, dans le week-end, précisé un peu par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais professeur, ce que vous me décrivez, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on l'explique déjà. Oui. Le Covid entre guillemets, a mis le zoom, je dirais plutôt médiatique, parce que je pense que dans les ministères, dans le gouvernement, tout le monde sait très bien quelles sont les causes. On a chaque année des tribunes nombreuses d'experts qui nous expliquent pourquoi notre système ne fonctionne pas forcément de manière optimale. Ça a été, je vous accorde, plus dense pendant cette période. Mais globalement, si on devait faire un Ségur de la santé, par quoi on devrait commencer? C'est ça, c'est public-privé, c'est enfin casser les cloisons, c'est quoi alors? Ou alors réinvestir à fond dans l'hôpital, quelle serait la priorité des priorités à faire? Je sors d'une réunion, c'est un hasard, où les gens parlaient de ça, où je voyais un peu une cacophonie, ressurgir les intérêts des uns et des autres. Non, un Ségur, appelons ça comme nous voulons. Je pense qu'il faut que les acteurs, les principaux acteurs, il y en a un certain nombre, et pas uniquement des syndicats, des tutelles, des politiques. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur comment pouvons-nous mieux organiser notre système de santé, prendre en compte ce qui se fait, ce qui s'est fait autour, prendre en compte l'Europe, prendre en compte les organisations, s'apercevoir, alors j'ose le dire, mais au sein de la fédération où j'ai les libéraux, où j'ai des syndicats, où j'ai les hospitaliers, beaucoup, et en particulier je le pense, comment faire évoluer notre statut, comment faire évoluer nos deux secteurs d'exercice l'un par rapport à l'autre. On s'aperçoit lorsqu'on va au Danemark, lorsqu'on va en Allemagne, aucun n'est parfait, mais on s'aperçoit que c'est un des problèmes qui nous différencie. Et au sortir là de cette crise, beaucoup de choses, moi, que je vois, ou de réclamations que je vois, sont et nous, on n'arrive pas à faire. J'avais encore tout à l'heure une enquête lancée par un syndicat de professionnels pour qui j'ai de l'amitié et de l'estime, mais qui disait pourquoi on ne peut pas travailler, qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. La réflexion, il faut qu'on l'ait, et qu'on l'ait aussi avec, entre guillemets, les patients. Tout à fait, tout à fait. C'est une réflexion sociétale, j'en parle souvent à chaque fois qu'on se voit par téléphone. Avec Gérard Raymond, on est d'accord sur ça. Et tout s'articule, tout s'enchaîne, et on revient à certains aspects de 2022. La recertification médicale, ce n'est pas pour sanctionner les médecins, mais ça va les mettre, enfin, dans ma vision, ça les met tous ensemble, et ils sont assez grands pour se gérer. Ils n'ont pas besoin d'une 28e, d'une 29e agence pour se gérer. Donc, êtes-vous optimiste alors, à sortir de tout ça, parce que vous les connaissez, vous dites que vous les pratiquez depuis un certain nombre d'années. Ils sont capables de se mettre tous autour de la table et se mettre d'accord, comme les Danois, Allemands ou autres modèles basés sur la collaboration, on va dire. Je pense que, parce que j'ai toujours eu ce genre de discours, hein, j'y crois profondément, et même dans des cercles d'amis ou de gens qui partagent des choses avec moi, j'étais souvent considéré, oui, tu es gentil, c'est pas faisable. Je pense que c'est beaucoup plus faisable. Et je vous dis, j'ai quelque chose qui me fait le penser, c'est que
les jeunes, et les jeunes, ça compte, les jeunes sont très favorables à ça. Nous avons construit des conseils nationaux professionnels, un par spécialité. On est en train de faire que les jeunes y rentrent, que les jeunes aient leur voix. Juste avant que nous ne commencions, je sortais d'une réunion donc, où parlait des gens de qu'est-ce qu'il faut faire, mais ce n'était pas forcément constructif. Mais avant que je ne me connecte avec vous, je vois je recevais un mail de la structure la plus représentative des jeunes médecins spécialistes qui me disait il faudrait qu'on se rencontre rapidement, nous voudrions avec vous parler des sujets dont nous sommes en train de parler tous les deux. Et ça n'était pas le cas. D'accord. Ça n'était pas le cas. Je vais vous donner un exemple très concret. On sort de cette crise. Vous avez eu les réanimations médicales qui ont grossi. On a remis des lits, on a acheté des ventilateurs. Vous avez eu les anesthésistes, ce ne sont pas les réanimateurs, qui ont prêté leurs salles de réveil, qui les ont équipées, qui les ont renforcées. On y a mis des patients. Vous avez même eu certaines zones d'urgence qui sont devenues des soins intensifs. Et là, on se retrouve devant une discussion où vous avez ces trois spécialités. Les anesthésistes, il faut revenir, il faut renforcer terriblement les réanimations. Ce n'est pas le travail des anesthésistes de faire ça. Vous avez les anesthésistes qui disent « Ah ben non, on n'est pas d'accord. » Eh bien là, je pense qu'on va arriver à faire un travail entre ces trois spécialités. Ces choses-là n'arrivaient pas, je vous assure. Pour dire, il faut un peu plus de ça, comment on prévoit, comment on revient à une situation normale et faire que chacun se respecte. D'accord. Voilà un petit peu. Bon, bah, on va essayer de terminer sur cette note positive, si on est tous d'accord. Il faut être optimiste. On s'endormira mieux, voilà. C'est bon mot. Merci, professeur. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et Merci. je souhaite à tous nos lecteurs une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de notre podcast Espace Social Européen. Merci beaucoup. Merci à Espace Social. Merci.